Bonjour, et nous voilà repartis pour une nouvelle séance de guidage de lecture. Nous étions dans la page 126, tome 1 toujours. 7 nous expliquait dans le paragraphe précédent, il nous parlait de l'âme, ce qu'il appelle l'entité, en disant qu'elle était une identité première. Il parlait beaucoup de la notion d'identité. Donc voilà, qui sommes-nous? Qui je suis? Il expliquait effectivement qu'elle arrivait à maintenir son identité, cette âme, en prenant conscience en même temps qu'elle faisait partie d'un autre je suis. Je sais qui je suis, tout en faisant partie d'un autre je suis qui est plus grand, qui m'inclut. Et c'est effectivement ce que nous vivons au quotidien sans le percevoir. Mais en tout cas, ça fait partie des messages de Seth, assez importants. Il nous disait notamment qu'il existe un échange constant entre les âmes. Ça, c'est quelque chose, effectivement, qui était quand même assez nouveau, je dirais. Pour explorer sans fin, toujours du développement, de la créativité, nos âmes échangent entre elles en permanence, mais en gardant leur conscience de leur identité. Donc ça, c'était le message fort où nous en étions, en tout cas, à ce passage-là. Et ça continue, effectivement. Donc là, le paragraphe suivant, et donc le début de ce guidage aujourd'hui. Seth nous dit à ce moment-là que c'est uniquement parce que votre existence présente est tellement focalisée sur une zone étroite que vous posez des limites aussi strictes à vos définitions et au moi, pour ensuite les étendre à votre concept de l'âme. Donc, quelque part, c'est parce que nous en restons à ce que nous percevons que nous avons une conception limitée de ce que peut être l'âme, puisque nous figeons, c'est pas ça. Nous en restons, nous en concluons, nous restons collés à nos perceptions physiques, alors qu'il y aurait beaucoup plus à explorer derrière, et que du coup, notre existence présente est extrêmement focalisée sur une toute petite zone étroite, et on pose des limites très strictes. Là, il dit à vos définitions et au moi. Donc déjà, voilà, qu'est-ce que c'est? Comment nous définissons déjà ce que nous voyons bien sûr, mais notre définition de notre moi et de notre âme, et qu'on essaie ensuite de comprendre notre âme de notre point de vue à nous. Alors, dit autrement, c'est quelque chose d'hyper fréquent en fait, donc là c'est un peu une lapalissade, mais nous définissons tout ce qui nous entoure, tout ce que nous voyons, tout notre quotidien. Les discussions qu'on a avec quelqu'un, notre métier, la manière dont on agit, la façon dont on voit deux personnes en train d'agir, les relations qu'on a avec les autres. Là, par exemple, les derniers jours, j'ai pris le train, où je pense que le train est à l'heure et ça fait partie de mon fonctionnement. Et du coup, le train sera plus facilement à l'heure, c'est ce que Seth nous dit. Ou bien j'ai toujours stressé, j'anticipe le fait qu'il y ait du retard, ou que je vais arriver en retard et que je vais rater mon train. Et ça va créer des situations qui vont plus facilement créer ce que nous croyons de la réalité. Et ça, on l'applique à toute chose, à tout ce qui est autour de nous. Donc dit autrement, si nous voulons donner une définition à l'âme, nous donnons cette définition forcément avec ce que nous en pensons, avec ce que nous en croyons, avec ce que nous connaissons du monde. Donc nous essayons en fait de définir quelque chose qui est impalpable, immatériel, qui nous dépasse complètement, à partir de nos limites à nous, de notre niveau. Le mot limite n'est pas péjoratif, c'est juste à partir de ce que nous connaissons de la réalité,
Mais donc, nous définissons quelque chose d'immatériel à partir de nos connaissances matérielles. C'est pour ça que 7 parle de limites. Nous mettons des limites, nous essayons d'étendre en fait, depuis nos connaissances physiques, à des concepts qui dépassent le monde physique. Donc nous manquons de mots, nous manquons de concepts, nous manquons d'idées précises sur ce dont nous sommes en train de parler. Et donc, quelque part, par définition, nous nous trompons. Avant d'acquérir un savoir, comme on n'a pas encore le savoir, on peut se tromper sur ce que ça va être. Moi, j'ai appris qu'il y a 4 niveaux quand on développe une connaissance dans un domaine. Au départ, on ne sait pas qu'on ne sait pas. C'est-à-dire, par exemple, je vais apprendre le chinois. Bon, voilà, une expérience personnelle. Au début, je ne connais rien du chinois. Je ne sais pas que je ne sais pas. Je n'ai aucune connaissance de ce domaine-là. Et donc, soit je suis extrêmement positif, je me dis, d'ailleurs j'étais un petit peu comme ça, je me disais, j'ai déjà appris d'autres langues, mais c'était des langues plutôt occidentales ou européennes. Avec ce que je connais du français, de l'anglais, etc., ça va m'aider. Voilà, apprendre une langue en plus, c'est pas trop compliqué. Comme, je sais pas, même quand on est français, si on entend un espagnol ou un italien parler, on arrive à comprendre à peu près le contexte. On comprend pas forcément tout, mais au bout de quelques phrases, s'il parle un peu lentement, qu'il essaie de se faire comprendre, je pense qu'on arrive à peu près à dialoguer. La deuxième étape, c'est que je passe à l'étape où je sais que je ne sais pas. Je commence à rentrer dans le domaine, je commence à découvrir, à essayer d'apprendre. Et tout d'un coup, il y a cette prise de conscience, je me rends compte qu'en fait, non, je ne connais pas ce domaine-là. C'est un domaine entièrement nouveau. Je ne peux pas m'appuyer sur d'autres domaines que je connaissais. Voilà, je pensais me rattacher à des choses qui me semblaient proches, mais en fait, je ne trouve quasiment aucun lien. Ou alors, j'en trouve, et cette étape peut être assez courte. En tout cas, c'est une deuxième étape. Le fait de rentrer dans un domaine de connaissance, je prends conscience que je ne sais pas. J'en arrive à un niveau de connaissance tel, à un moment donné, à force de travailler, de répétition, de révision, de travailler l'écrit, l'oral, d'écouter, de parler. Je peux arriver à un niveau, là j'en parle au niveau des langues, mais c'est valable pour tous les domaines de connaissance. Vous voulez apprendre les maths, la physique quantique, une religion, vous voulez apprendre un sport, vous voulez apprendre... Voilà, A priori, c'est retranscriptible à tout domaine de connaissance. La troisième étape, je sais que je sais. J'ai tellement travaillé intellectuellement sur un domaine que j'ai conscience de savoir. Ça reste encore un peu de la réflexion, je crée des automatismes, mais je rentre dans un domaine de savoir tel que je connais le sujet, je suis capable d'en parler, je suis capable de l'expliquer, mais tout ça reste encore conscient. Et la dernière étape, c'est d'atteindre un niveau où je ne sais pas, c'est-à-dire je ne sais plus que je sais. J'applique tellement facilement le domaine de compétence qui est maintenant le mien, qu'il devient inconscient pour moi. Là, je parle français, je ne sais plus, je ne sais pas comment je parle français. 7 nous dit que ce sont des symboles que nous utilisons, sans doute, donc je les ai fait tellement miens que je m'en sers sans y penser. Je ne suis plus en train de réfléchir sur les mots, je ne suis plus en train de réfléchir comment ma langue dit les mots, les intonations, etc. Simplement, j'utilise. Donc voilà, c'est cette dernière étape, je ne sais plus que je sais quelque chose. Mais il faut gravir ces différentes étapes. Et au départ, il y a un moment donné où il y a un décalage entre ce que je crois connaître et ce qu'est ce dont je parle. Je ne sais pas, ou alors c'est peut-être le moment où j'ai pris conscience, je sais que je ne sais pas. Il y a ce décalage-là. Et bien quelque part, quand on parle de l'âme, on est en permanence dans le fait on devrait en tout cas savoir qu'on ne sait pas.
Peut-être qu'on a un certain niveau où on ne sait pas qu'on ne sait pas, donc on en parle, mais en tout cas, c'est un domaine qu'on ne peut pas, a priori, comprendre. On ne peut pas comprendre les concepts avec notre vision de la réalité. Donc on en sera toujours à un moment où soit on ne sait pas, soit on sait, mais qu'on ne sait pas. Il faut accepter qu'il y ait un décalage et qu'on ne pourra jamais comprendre parfaitement l'âme tant que nous sommes dans cette réalité physique, tant que nous ne sommes pas suffisamment connectés à notre moi interne qui est une part immatérielle en nous. J'ai l'impression que c'est de ce regard-là que Seth aborde cette thématique, en nous disant qu'effectivement, voilà, vous posez des limites, vous posez vos définitions pour essayer de les étendre à votre concept de l'âme, d'où le fait que depuis le début du chapitre, eh bien, il nous explique qu'on se trompe régulièrement sur ce qu'est notre âme et qu'elle est beaucoup plus grande, beaucoup plus complexe, beaucoup plus compétente que ce qu'on imagine. Il continue en disant « Vous craignez pour votre identité physique ». Là, on revient sur cette notion-là. Nous percevons quelque chose de la réalité, nous percevons une partie dans toute cette réalité que nous identifions à nous, c'est notre identité, mais nous craignons pour cette identité physique. Nous craignons de la perdre. Nous craignons de ne plus être entièrement nous à certains moments si nous cherchons justement à lâcher prise. Il y a un peu une sorte de peur, d'angoisse, de camper un peu quelque part sur ses positions, de camper sur ce qu'on sait, sur notre ego. Voilà, notre ego peut être très très fort en disant c'est ça, la réalité elle est comme ça, je suis comme ça, le monde fonctionne de cette manière-là, et c'est ça que j'ai compris et je n'en démords pas. Ça peut faire, on peut confondre en tout cas, ça peut faire partie de notre fonctionnement parce qu'on confond ce que l'on a compris du monde avec ce que l'on est. On peut des fois se définir par rapport à ce que l'on comprend du monde, alors que notre compréhension du monde, ce n'est pas nous. C'est un mode de fonctionnement. Ce sont des habitudes, des concepts, des fonctionnements qu'on a mis en place, qui fonctionnent dans certains cadres, et qu'on applique, et qu'on répète. Mais ce n'est pas parce que nous, on répète quelque chose qui fonctionne, par exemple, de partir 1 heure en avance pour prendre le train. Oui, j'arrive une demi-heure ou 1 heure en avance. Ça fonctionne dans mon cas, mais à chaque fois, j'ai 1 heure à perdre quelque part. Vous voyez, voilà, c'est juste un exemple comme ça, mais c'est-à-dire que tous les jours, on fait ça. C'est-à-dire à quelle heure je mets mon réveil pour partir à quelle heure, c'est-à-dire quelle marge je me donne. Est-ce que j'arrive à l'heure, est-ce que j'arrive en retard? Est-ce que j'arrive une fois à l'heure, une fois en retard? Il y a des gens, moi, par exemple, voilà, je donne des cours de yoga, il y a des gens qui arrivent à mon cours de yoga systématiquement 5 minutes en retard. Alors que c'est des gens qui peuvent être à la retraite, elles se mettent leurs propres contraintes. Mais systématiquement, elles arrivent en courant, voilà. Elles sont en retard, j'ai l'impression que il y a des gens que j'ai connus avant qu'elles soient à la retraite, depuis qu'elles sont à la retraite, elles sont toujours dans le même fonctionnement. Elles arrivent en retard systématiquement, en courant. Bon, il leur faut du temps pour se poser et rentrer dans la séance. Et puis il y a des gens qui vont arriver tout le temps, 10, 15, 20 minutes en avance. Ça fait partie de ce qu'on met en place dans la vie quotidienne. Comment on fonctionne? Quels sont les schémas que l'on a compris de la réalité, que l'on applique et que l'on répète, et que l'on pense du coup être universels? Ou quand quelqu'un fait autrement, on dit bah, il est stupide lui, il fonctionne pas comme moi, donc ça remet en question. Eh bien ce fonctionnement-là, pour moi, c'est une partie de ce que l'on associe à notre identité, alors que ce n'est pas nous. C'est un mode de fonctionnement qu'on a pris comme habitude. C'est une habitude, mais ce n'est pas nous. Et ça, on fait ça quotidiennement pour plein de choses. J'ai pris l'habitude de manger ça et pas ça. J'ai pris l'habitude d'aller en vacances à tel endroit et pas à tel endroit. Peut-être même de partir tout le temps au mois de juillet ou au mois d'août et pas l'autre. Ou voilà, plein de petites habitudes qu'on fait dans notre quotidien en permanence, dans notre rapport aux autres, dans notre rapport au temps, dans notre rapport à l'espace, dans notre rapport à ce qu'on considère être bien, et on va rejeter d'autres choses qu'on considère comme n'étant pas bien. Ben, ça ne fait pas partie de notre identité. Donc,
Nous craignons pour ça malgré tout et nous essayons de mettre des limites. Avec ces mots à lui, il va dire donc voilà, vous craignez pour votre identité physique, vous limitez l'étendue de vos perceptions, donc il met ça dans la notion de perception, comment on conçoit le monde autour de soi, par peur de ne pas parvenir à les gérer. Par peur de ne pas réussir à maintenir votre individualité. Nous limitons ce que l'on perçoit du monde autour de nous pour que ça corresponde à nos schémas mentaux, pour que ça corresponde à ce que notre mental est capable de comprendre du monde. Nous reproduisons en permanence, et nous nous confortons, j'en ai déjà parlé dans une autre séance, notre mental est fait de telle manière qu'il se conforte, c'est-à-dire qu'il capte essentiellement dans ce qui nous entoure ce que l'on peut comprendre du monde, et non pas le monde tel qu'il est, objectivement. Nous avons un regard subjectif en permanence sur le monde. Il faut que ça rentre dans notre schéma, il faut que ça rentre dans nos cases à nous, nos petites cases mentales où on va classifier les choses. Et ça fait partie de notre identité, mais par erreur, je le redis. Nous pensons que nos schémas, notre fonctionnement du monde fait partie de notre identité. Et nous limitons donc ce que l'on perçoit pour que ça corresponde à notre identité, pour nous conforter. Voilà. Si j'ouvre un journal et que je pense que le monde est triste et dur, etc., je vais lire que les accidents, les drames, il y a les guerres dans le monde, c'est affreux. Si je suis optimiste, je vais sauter ces pages-là. Oui, il y a la guerre dans le monde, effectivement. C'est une information comme une autre. Et j'ai plutôt regardé le fait que, je sais pas, combien il y a de mariages, combien il y a de gens heureux, quelles sont les bonnes actions qu'on peut faire pour aider, justement. Au lieu de regarder le côté peut-être difficile de la guerre, tiens, il y a un tel, il a une bonne idée, il a réussi à, je sais pas quoi, apporter, à aider des gens, à apporter de la nourriture, à apporter des médicaments, de telle manière. C'est bien, c'est une association qui a l'air de bien fonctionner, ou il a monté je sais pas quoi, voilà, une bonne idée. Je vais aider ça, je porte mon regard par exemple sur le fait de mettre en place des actions concrètes, positives, au lieu de me larmoyer sur la tristesse et le drame dans le monde. Un exemple sur notre manière dont nous limitons nos perceptions. Là, j'explique avec moi ce que je comprends, en tout cas, de cette phrase de Seth, qui place l'identité comme étant en relation avec ce que l'on perçoit du monde autour de soi. Parce que nous souhaitons maintenir, c'est ça qui est important. Maintenir notre individualité, maintenir nos valeurs de vie, autrement dit. Et dans le paragraphe suivant, il dit, l'âme ne craint pas pour son identité. Elle sait pleinement qui elle est, elle sait pleinement à quoi elle appartient, à qui elle appartient dans le fonctionnement global, mais elle sait ce qui est propre à elle et ce qui est autre. Sûre d'elle-même, dit-il, elle cherche sans fin. Au lieu de lister toute une série de codes éthiques, de valeurs de vie, de règles, de choses à faire et ne pas faire, que j'aime pas, qui sont bien, qui sont mal, de lister ça, donc de faire 2 grandes listes par exemple, on peut en faire plus, mais voilà, 2 grands schémas, comment je fonctionne et comment ceux qui me dérangent fonctionnent. L'identité de l'âme n'est pas bousculée dans sa recherche. Donc, elle explore. C'est pour ça qu'une fois on va être un homme, une fois une femme, une fois très riche, une fois très pauvre, une fois célibataire, une fois avec plein d'enfants, une fois famille heureuse ou simplement heureux, une fois très triste, très malheureux, etc. On explore des situations très très difficiles, une fois trop d'opulence, une fois on meurt de faim, une fois... à différentes époques, dans différentes situations, parce que l'âme, elle s'en fout en fait des concepts. Elle est là pour explorer. Ce que nous on va appeler le bien et le mal, ça n'existe pas pour l'âme. Ce sont 2 facettes différentes d'un monde, d'une réalité qu'elle est en train d'explorer. Le bien et le mal existent dans notre réalité physique, sous certaines formes, sous certains codes, mais de manière absolue, au niveau de l'âme, ce sont que des explorations différentes
ce ne sont que des concepts, des expériences possibles. Donc l'âme, sûre d'elle-même, elle cherche sans fin. Il poursuit en disant, elle n'a pas peur d'être submergée par l'expérience ou par ce qu'elle perçoit. Contrairement peut-être à nous. On n'a pas envie de se laisser envahir. Des fois, si on regarde la télévision et qu'on voit trop de malheur à la télévision, on a envie de couper parce qu'on sent que ça nous pèse. De couper la radio, d'arrêter de lire les journaux, parce que voilà. Ou alors quand la météo est triste et sombre, il pleut, il fait froid, on sent que ça joue sur notre morale. Mais pourquoi ? C'est-à-dire que notre identité, notre moi, est déstabilisé parce que dehors il fait froid ou il pleut. Ça ne devrait pas. Nous sommes indépendantes de la météo. Et même Seth nous dira plus tard, dans un autre livre, c'est nous, collégialement, qui créons la météo, et que le résultat de la météo est plutôt justement histoire de globalement comment on se sent. Je referme ma parenthèse, on abordera ce sujet plus tard. Ça vous donne déjà des pistes de réflexion. Mais en tout cas, ce que l'on perçoit du monde autour de nous va jouer sur nous, va nous modifier. Parce qu'on voit un petit enfant qui tombe dans la rue, on est un peu triste, on a de la compassion. Mais du coup, après, on va y repenser. Si on voit quelqu'un qui fait la manche, qui est malheureux, ça peut aussi jouer sur nous, etc. Plein de situations qui vont nous toucher à différents niveaux. Mais donc ça nous perturbe dans notre identité, dans notre fonctionnement. En quoi de voir quelqu'un triste devrait nous déranger et empêcher à ce que nous-mêmes nous soyons sereins. Et inversement, en quoi de voir quelqu'un joyeux devrait nous perturber et nous empêcher de rester sereins. Ça c'est particulier à comprendre. Comme nous ne sommes que là pour expérimenter plein de choses, notre âme réagit quand on a des émotions très fortes. Et les émotions très fortes, j'en avais déjà parlé dans une séance, qu'on soit très joyeux ou très malheureux, c'est l'intensité de l'émotion qui compte. Eh bien, l'objectif étant quand même de se dire, nous avons fini de jouer, nous avons fini d'expérimenter cette expérience physique, à long terme, après plusieurs vies. Peut-être que ce n'est pas encore effectivement dans cette vie-là qu'on réussit. Mais l'idée, c'est de réussir à garder notre fonctionnement profond. Qui je suis fondamentalement, mon identité, qui ne devrait pas être dépendant de la météo, du temps qu'il fait, des nouvelles que j'apprends, etc. Je ne devrais pas passer du rire aux larmes régulièrement, de manière un peu indirecte, involontaire, parce que ça dépendrait d'un facteur extérieur à moi. Je ne devrais pas craindre pour mon identité. Notre âme ne craint pas pour son identité. Notre âme expérimente tous ces cas-là. Elle expérimente aussi bien le plus grand désespoir que la plus grande joie, en restant elle-même stable au milieu. Et c'est le jour où nous aurons compris ça dans cette réalité physique, que nous pourrons aller expérimenter dans un autre niveau, dans une autre réalité, pas forcément physique, d'autres niveaux d'expérience. C'est-à-dire que nous avons compris que nous sommes en train de jouer. Nous ne sommes qu'un acteur, nous disait Seth il y a quelques chapitres. Vous êtes un acteur en train de jouer un rôle. Donc ne vous laissez pas perturber. Jouez votre rôle peut-être, mais en sachant que vous n'êtes qu'en train de jouer un rôle. Voilà, je vous fais quelques rappels aussi des chapitres précédents pour remettre du lien avec ce qu'on est en train de voir. Donc, il nous disait, notre âme n'a pas peur d'être submergée par l'expérience ou par ce qu'elle perçoit. Alors que nous, si Seth nous en parle, c'est que nous sommes quand même globalement perturbés. Il disait, à la suite, que si vous aviez une compréhension plus globale de l'identité. Entité fait partie d'identité, effectivement. Il faudrait que je cherche effectivement le lien identité et entité. Il doit y avoir une racine, mais je ne suis pas un linguiste, donc je ne sais pas, grec, latin, etc. Je ne sais pas l'expliquer comme ça. Si vous aviez
une compréhension plus globale de l'identité. Qui je suis. Vous ne craindriez pas la notion de télépathie. Un autre exemple de 7. Car ce qui vous inquiète dans la télépathie, c'est l'idée que votre identité puisse être balayée par les suggestions ou les pensées de quelqu'un d'autre. Je n'accepte pas que quelqu'un soit communique avec moi, ou même comment s'appelle le pendule là, ah zut. Ah, le mot m'échappe. Bon, ça va me revenir, mais je pense que vous voyez de quoi je parle. Des personnes qui vont induire notre corps dans un état particulier, notre corps et notre mental. Bon sang. Je retrouverai. Si je ne le retrouve pas durant la séance, je l'inscrirai. Parce qu'on a peur. C'est-à-dire qu'on a peur que quelqu'un prenne le contrôle de notre corps ou de notre mental. Soit qu'il insère des informations. C'est l'idée du film Inception. Quelqu'un qui va insérer à notre insu des idées qui vont après faire leur bout de chemin et qu'on va faire soi. On croit que c'est les nôtres. Ou alors, à l'inverse, on croit être transparent. La télépathie, voilà, l'hypnose. Voilà, c'est l'hypnose dont je pensais bien sûr juste avant. Ou sinon, la télépathie, on a l'impression d'être complètement transparent, donc on a peur d'être à nu. Tout ce qu'on pense, il y a quelqu'un qui peut l'entendre, l'écouter, ou peut-être après, effectivement, nous envoyer aussi des idées. Et je pense que fondamentalement, on n'est pas à l'aise avec ces notions-là. On dit, c'est de la magie, ça n'existe pas, c'est pas possible, bon, j'ai pas envie, bon. Mais pourquoi ? Parce qu'on a peur qu'il n'y a plus de cette frontière entre ce que je suis et l'extérieur, et on aurait envie que ce soit une frontière assez étanche. C'est exactement ça dont Seth est en train de parler, la fin de la séance précédente, et puis celle-là. Nous craignons pour notre identité, nous n'arrivons pas à mettre des barrières perméables, accepter qu'elles soient perméables à notre identité. Nous voudrions que tout autour de nous se soit verrouillé, fermé, complètement imperméable, complètement clos. Ça, voilà, je suis. Et puis le reste, c'est le reste du monde. Ce n'est pas aussi simple que ça. Seth le dit, voilà, à la suite, paragraphe suivant. Aucun système psychologique n'est clos. Aucune conscience n'est close, en dépit des apparences dans votre propre système. Nous sommes une conscience. Nous n'avons donc pas de limite stricte, précise. Nous ne sommes pas verrouillés, nous ne sommes pas enfermés quelque part en tout cas. Et personne ne peut nous enfermer quelque part non plus. Mais nous pouvons garder la conscience de qui nous sommes tout en allant explorer autour, en allant explorer plus grand. Ça ne remet pas en question notre identité. C'est déjà parlé plusieurs fois. Aucun système psychologique n'est clos. Et comme la réalité autour de nous vient de notre conscience, rien n'est clos autour de nous. Aucun système n'est clos. En dépit des apparences, dans votre monde, dans votre propre système, il dit bien sûr, ce que l'on en comprend, ce qui est perceptible, c'est qu'on imagine qu'il y a des frontières. On essaie de mettre des frontières pour définir les choses. Nous aimons bien, comme je disais en début de séance, mettre des choses dans des petits tiroirs, les ranger, les classer. Ça, c'est une fleur. Ça appartient au groupe des fleurs. Qu'elle soit bleue, vert, violet, jaune, avec grande, petite, qu'elle pousse dans des arbres, par terre, à l'ombre, ou peu importe. C'est un grand groupe que j'ai appelé les fleurs. Qui appartient à un autre grand groupe qui s'appelle les plantes. Qui appartient à un grand groupe qui s'appelle les êtres vivants. Vous voyez, voilà, il y a plein de boîtes à tous les niveaux. L'âme, poursuit-il, est, il a demandé à Robert de souligner, est voyageuse. L'âme est voyageuse en tant que telle. C'est son principe. Elle est là pour explorer, donc elle voyage. Donc il dit voilà, l'âme est voyageuse, comme on l'a dit, comme on l'a souvent dit, mais c'est elle qui crée le voyage et la destination selon vos termes. Elle crée les deux. Elle crée l'ensemble.
Notre âme est à la fois le chemin et l'arrivée. Elle crée tout ça. Alors, quand Seth dit selon vos termes, c'est-à-dire qu'il l'exprime de manière à ce qu'on puisse le comprendre avec nos mots à nous, avec nos concepts à nous, dans notre réalité physique. Donc, quand il va dire, voilà, c'est ça, c'était il y a très longtemps, selon vos termes, et puis quelques phrases plus tard, il va dire, mais le temps n'existe pas. Donc, c'est pas contradictoire, c'est juste un changement de point de vue. On peut dire deux choses contradictoires sur le même objet, ça dépend juste d'où on part, quel est notre point d'observation, et dans quel est notre état d'esprit quand on parle de ce sujet-là. Donc régulièrement, il va dire ce mot-là, vous avez dû déjà vous en rendre compte, selon vos termes. Donc, il parle de voyage et de destination, parce que ça implique la notion d'espace, et que l'espace, selon lui, n'existe pas, et que du coup, le voyage est plutôt un voyage en intensité plutôt qu'en déplacement physique. Mais selon nos termes, pour qu'on puisse comprendre, il y a donc ce cheminement et cette arrivée. Et donc, comme elle chemine, comme elle est voyageuse, comme elle explore librement, Seth conclut ce paragraphe en disant « Elle crée des mondes en chemin, pour ainsi dire. » Donc là aussi, ça n'a pas de sens selon lui, mais il essaie de parler avec des mots qui auront du sens pour nous. Donc j'espère que vous voyez effectivement cette idée de dire qu'elle chemine, elle explore, donc elle suit effectivement des chemins très variés, et qu'au fur et à mesure, eh bien, elle va créer des rencontres, des relations, d'autres personnalités, d'autres fonctionnements, d'autres sous-explorations. Et donc éventuellement, comme je disais, elle vient de créer des personnalités, donc elle continue à explorer, mais la personnalité qu'elle a créée, elle devient indépendante, elle continue à suivre son propre chemin, et donc elle crée effectivement des mondes entiers. Plus l'entité avance, plus elle continue à déployer dans sa créativité des expériences qui elles-mêmes créent des expériences, qui créent des expériences, qui créent des expériences, etc. Peut-être à l'infini. Donc c'est cette notion-là qui est importante de garder en tête. Et que tout ça n'est ni physique, ni temporel. Et là, ça sort de concept, j'ai pas de mots pour expliquer ça plus clairement, à part la notion d'intensité. Mais voilà, cette notion de créativité n'est pas liée ni au temps ni à l'espace. Paragraphe suivant, 7 va nous dire « Or, c'est là la nature véritable de l'être psychologique dont vous faites partie. » L'être psychologique, moi je pense que c'est l'entité, tout simplement, notre âme. Notre âme est en voyage, est en création, et c'est là la nature véritable de l'être psychologique, de notre identité, l'âme dont vous faites partie. Il nous a dit quelques pages avant. L'identité, comme je disais, oui, je vais peut-être retrouver rapidement, mais oui, c'est ça. En plus, il parlait, voilà, vous considérez l'âme comme un champ d'énergie électromagnétique dont vous faites partie. On peut considérer, pardon, c'est pas nous qui considérons, on peut considérer, c'était dans ses définitions. Il disait plusieurs fois, voilà, c'est quelque chose de plus grand dont vous faites partie. Et que c'est la difficulté de notre compréhension. Faire partie d'un groupe, faire partie de quelque chose de plus grand, ne veut pas dire qu'on est capable de définir exactement le groupe dont on fait partie. Là, bien sûr, notre identité, c'est nous-mêmes. Nous avons juste choisi de limiter notre expérience à une partie de cette identité globale. Mais j'insiste pas là-dessus, c'est juste pour faire du lien. Si ça vous intéresse, j'en ai parlé dans beaucoup d'autres séances précédentes, vous retrouverez facilement avec les mots-clés ou les titres des vidéos que je fais. Donc, c'est bien là, le fait de créer, de voyager, donc de déployer quelque chose en permanence, c'est la nature véritable de l'être psychologique, de notre grand moi, de notre entité. Comme je l'ai dit, continue 7, je ferai dans ce livre des suggestions pratiques
qui vous permettront d'identifier certaines de vos capacités les plus profondes et de les utiliser pour votre édification, pour votre développement et pour votre plaisir. Ces suggestions pratiques, ça va se trouver sous forme d'exercices. A priori, est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, je pense qu'à chaque fois, voilà, alors des fois c'est très très court, hein. Vous avez déjà vu, donc soit vous avez lu le livre, donc dans le premier tome, il n'y a que 2 exercices qu'on a repérés avec Baoli. On va à chaque fois essayer de les décliner, alors, sauf si vraiment c'est une phrase, je sais pas quoi, un conseil, pensez de temps en temps à, voilà, de telle manière, bon. Mais à partir du moment où il y a un peu plusieurs phrases, un petit concept, et que ça peut servir un peu, oui, un peu comme une méditation guidée, quelque part, ça peut prendre cette forme-là. À ce moment-là, à chaque fois, je ferai une petite vidéo sous forme d'exercice, donc il y en a déjà 2 pour le moment. Je les ferai toujours un petit peu en avance. Là, on est plutôt sur la fin du tome 1. Donc je regarderai quand on se rapprochera vraiment de la fin du tome 1. Je sais qu'il y a des exercices, il y en a un peu plus dans le tome 2. Donc dans les chapitres à partir de peut-être du 9 ou 10, voilà, quelque chose comme ça. Je les proposerai. Et voilà, libre à vous. Baoli le dit très bien dans notre présentation. Tout ce qu'on vous propose, bien sûr, c'est pour votre exploration personnelle. C'est à chacun de faire le travail. Est-ce que vous voulez savoir qui vous êtes? Est-ce que vous voulez explorer plus largement votre identité? Il y a plusieurs façons de le faire. J'ai jamais dit que Seth était la seule manière de le faire au monde. Il le redit à sa manière. Il donne des exercices concrets, pratiques. Nous, on va les décliner. Voilà, on les sort du livre. Des fois, je les réécris un petit peu parce que il va commenter certaines choses qui sont pas forcément dans le bon ordre, certes dans l'ordre que moi j'aurais envie, certes des fois de dire pourquoi on fait l'exercice, vaut mieux le faire avant qu'après avoir fait l'exercice. Alors que Seth en dictant, des fois, il l'a dit après coup à Jen et Robert. Donc des fois, je vais me permettre de changer un petit peu l'ordre des phrases, je vais me permettre de faire une petite introduction, de rajouter quelques phrases pour mettre le contexte. Parce que souvent, il va donner un exercice dans le cadre d'un chapitre entier. Donc quelque part, il faudrait avoir lu le chapitre qui vient et peut-être 1 ou 2 chapitres avant d'aborder l'exercice. Donc je fais des petits résumés, je redonne un peu le concept, les concepts importants de connaître. Voilà. Je me permettrai de faire ces petites modifications pour diffuser moi des exercices qui me servent personnellement. Voilà, donc libre à vous d'en faire l'usage que vous souhaitez, mais c'est exactement ça qui fait partie des suggestions pratiques dont Seth est en train de parler. Et elle dit donc ça vous permettra d'identifier vos capacités propres. Pour rappel, Jen faisait des séances de perception extrasensorielle, donc Extrasensorial Perception, ESP, ESP en anglais. Elle faisait des séances guidées, alors je crois que la plupart du temps c'était elle qui parlait avec l'expérience qu'elle avait déjà de ses propres expériences, bien sûr, dont la planche Ouija, et donc la connexion après qu'elle a pu avoir avec Seth, et puis d'autres connexions qu'elle a développé d'autres capacités, donc elle en parlait librement dans des séances. J'ai dû déjà en parler, ou en tout cas c'est déjà expliqué aussi, donc c'est tout en anglais, ces séances-là. Doit y avoir des vidéos que j'ai dû mettre dans les playlists autour de Seth, ESP, des choses comme ça. Donc voilà, c'est en anglais, mais sur YouTube, l'avantage c'est que vous pouvez avoir les sous-titres traduits en français. Il y a des personnes qui ont travaillé à l'époque avec Jen, qui était élève de Jen, qui ont suivi ces séances et qui en parlent encore, qui sont encore vivants. Voilà, donc vous trouverez ces éléments-là si vous voulez comprendre un petit peu. Donc l'idée c'est quoi? Bon, c'est pas pour le côté extraordinaire, mais c'est plus vous allez vers vous-même, vers l'écoute de votre moi interne, plus vous pouvez développer des capacités particulières, ce que Seth appelle les sens internes notamment, donc une façon de se relier au monde différente, d'oublier petit à petit. Alors, vous ne serez jamais coupé de la réalité physique, je vous rassure, mais en tout cas, d'apprendre à essayer de couper ponctuellement vos sens physiques pour être plus connecté avec la réalité qui serait la vraie réalité en dessous, telle que Seth le présente.
une autre forme, en tout cas, voilà, de niveau d'information. Vous pouvez vous connecter à ce niveau d'information-là. Hein. C'est-à-dire, vous le faites en permanence, mais vous ne vous en rendez pas compte aujourd'hui. 7 nous invite à nous reconnecter à ce signal d'information. C'est vraiment tout l'objectif de ces livres, l'objectif des suggestions pratiques qu'il fait régulièrement. Et comme il dit, ça va vous permettre, donc, effectivement, de vous connecter à ces capacités, mais surtout de comprendre, de vous construire, d'aller vers votre identité, c'est dont il est en train de parler, de vous développer, de vous déployer, de vous rapprocher de qui vous êtes, fondamentalement. Hein, de comprendre en théorie qui on est, nous aide à être plus concrètement dans l'expérience qu'on est en train de vivre, à mon sens. Et il parle même de plaisir. Hein, voilà. Vous pouvez les utiliser pour votre édification, pour votre développement, et pour votre plaisir. Donc tout ça, c'est transmis. Voilà, il nous a tout donné directement comme ça. Après ce rappel, et donc voilà, j'en ai déjà parlé de ces exercices, et là, voilà, je me permettais de redonner quelques indications à ce sujet. Il continue dans le paragraphe suivant en disant que la conscience n'est pas fondamentalement construite sur les concepts du bien et du mal. Vous voyez, j'en parlais tout à l'heure. Qui vous préoccupent tant à l'heure actuelle. La conscience n'est pas fondamentalement, dans sa base, sa construction initiale, elle n'est pas construite sur les concepts du bien et du mal, qui vous préoccupent pourtant tellement en ce moment. Par conséquent, l'âme non plus. La conscience étant une âme, l'âme, votre âme, n'est pas basée, n'est pas construite sur les concepts de bien et de mal. Et ça, c'est vraiment important de le rappeler, de le comprendre. Ça peut surprendre au début. Moi, je dirais aujourd'hui, ce que je peux en dire et ce qui me surprend encore un petit peu, ou en tout cas, j'ai encore du mal à mettre des mots dessus, à l'exprimer clairement, c'est que d'une part, Seth va dire plusieurs fois, il y a des sortes de grands concepts, des règles dans l'univers. Il répétera régulièrement, par exemple, de tuer quelqu'un, ça ne sera jamais bien, quelque part. Ce n'est jamais dans la loi universelle, dans cet élan de créativité lié à la vie. Bon. À quoi il se rattache exactement? Qu'est-ce que c'est ces lois? Qui les a écrites? Quelles sont-elles? Est-ce qu'il y a une liste de lois? Je n'ai jamais trouvé ces réponses-là pour le moment dans les livres de Seth, où je les ai pas compris, je les ai pas, voilà, je peux pas en parler aujourd'hui. Mais donc il y a quelque part quand même des concepts, des préceptes, des idées que Seth défend lui-même en disant ça, voilà, ça ne fait pas partie normalement de ce que on doit chercher à développer. Et derrière, il va dire le bien et le mal n'existent pas. Donc, qu'il y ait un décalage entre des lois universelles qui ne sont pas liées à notre réalité physique, c'est-à-dire au niveau des âmes, au niveau de nos entités, qu'il y ait des lois de développement, de déploiement, d'essayer de dire qu'on est là pour s'entraider. Donc, dès qu'on essaie de nuire à une autre conscience, de se dire qu'on n'est pas dans un élan de cohérence, de cohésion, de développement, de coopération, qui est-ce que l'on devrait au moins prendre conscience quand on est au niveau de l'âme, de notre identité, de notre entité profonde. Et qu'il y ait donc voilà, cette différence entre ce niveau-là et un niveau quand on est dans la réalité physique, et que la réalité physique elle-même est construite avec d'autres règles qui sont les règles terrestres. Nous nous sommes mis d'accord sur ces règles-là, j'en parlais, là, les concepts de temps et d'espace notamment font partie de ces règles-là. Il n'est pas possible de voler, il n'est pas possible de traverser les murs, il n'est pas possible, etc. Donc il y a certaines règles qui sont liées au fonctionnement commun de la réalité physique, et que notre ego est là notamment pour faire respecter le plus possible, si j'ai bien compris, c'est ce que j'expliquais aussi dans une séance.
pour moi, c'est quand même deux niveaux différents. Et que peut-être quand Seth dit, et là il le répète, la conscience n'est pas fondamentalement construite sur les concepts du bien et du mal qui vous préoccupent tant à l'heure actuelle. Là, je pense qu'il parle du bien et du mal à notre niveau physique. Ce bien et ce mal-là, quelque part, n'existe pas, et pourtant, si j'entends ce que dit Seth, dans cette vie-là, de tuer quelqu'un, voilà, ça n'a pas de raison d'être valorisé. Ce qui est juste ni bien ni mal, c'est que c'est une expérience et qu'on a peut-être cherché à la créer personnellement, mais peut-être pour justement une fois qu'on est mort, une fois qu'on a rejoint notre entité, une fois qu'on a compris ce qu'on a vécu, ce qu'on a fait, en rediscuter avec l'autre entité, peut-être inverser les rôles, mais peut-être pas. En tout cas, il n'y a pas de loi, il n'y a pas la roue du karma, des choses comme ça. On peut choisir ou pas d'être tué plus tard par quelqu'un d'autre, par la même personne ou par une autre, peu importe, de vivre ce qu'on a fait vivre, mais à but expérimental. Pas de rééquilibrage des énergies, de je sais pas quoi, pas à but d'expier sa faute, pas à but de faire plus de bien que ce qu'on a fait de mal, non. Donc voilà, c'est pour ça que vous voyez que je bute un peu sur les mots, sur les concepts. Il y a des lois universelles, mais Seth nous répétera régulièrement, en tout cas, que fondamentalement, le bien et le mal n'existent pas, et ça, je le comprends aujourd'hui, parce que ce ne sont que des expériences parmi d'autres. Voilà, donc je peux pas aller tellement plus loin aujourd'hui, mais ça, j'espère que ça vous donne en tout cas quelques éléments de réflexion par rapport à ces grands concepts, et de voir aujourd'hui, alors voilà, avec peut-être vous, ce que vous en comprenez, ce que Seth essaie de nous expliquer quand il dit que le bien et le mal n'existent pas. Et d'ailleurs, voilà, c'est vrai que dans la phrase suivante, il en parle de un peu cette hésitation, et à sa manière, il va le teinter un petit peu. Voilà. Donc il dit: cela ne signifie pas que ces problèmes n'existent pas dans votre système, l'histoire de bien et de mal, ni dans certains autres d'ailleurs, et que le bien ne soit pas préférable au mal. Donc là, il dit par une phrase négative, cela ne signifie pas que le bien ne soit pas préférable au mal, donc quelque part, il dit aussi que le bien est préférable au mal. Si on lit sa phrase. Et peut-être, voilà, la phrase suivante, effectivement, va peut-être nous aider. Alors, pour terminer ce paragraphe, il dit simplement: l'âme sait que le bien et le mal ne sont que des manifestations d'une réalité bien plus vaste. C'est pour ça que je vous dis quelque part, alors, le bien et le mal existent dans la réalité physique, ça j'ai l'impression que oui, parce que ce sont des concepts forts qui nous guident dans notre éthique de vie tous les jours. Je parlais en début de séance de l'identité, et dans notre identité, quand je parlais un peu des deux listes, c'est ça, c'est la liste de ce qui est bien de faire, la liste de ce qui est mal de faire, quelque part. En synthétisant, bien sûr, il y a plein de gradients, des choses plus ou moins bien, plus ou moins mal, par exemple, si on met des concepts. Donc dans notre réalité physique, oui, on aurait besoin un peu de classifier les choses. Seth nous dit que, malgré tout, le bien, la notion de bien, serait quand même préférable à la notion de mal, dans ce qu'on doit expérimenter, développer, faire. Est-ce que c'est parce qu'on devient sage qu'on va vers le bien, qu'on essaie de faire le bien? Est-ce que c'est parce qu'on comprend qu'on est tous unis et que quelque part, comme on retrouve dans la religion, si on fait du mal à quelqu'un, en fait, c'est se faire du mal à soi-même. Mais pour ça, il faut un certain niveau de sagesse, on va dire, en tout cas, de compréhension du monde. Effectivement, faire du mal à quelqu'un, oui, c'est se faire du mal à un certain niveau de réalité. Donc pourquoi faire du mal? Mieux vaut-il pas mettre toute l'énergie dans la création de quelque chose de bien? Seth en parlait aussi dans les premiers chapitres où il parlait de l'environnement. Il disait, mais nous on perd pas du temps et de l'énergie à faire des guerres, à faire
des choses comme ça qui... Voilà, nous, l'énergie qu'on passe, c'est pour créer, pour grandir, pour coordonner, pour faire des choses coopératives et ensemble. Il nous disait aussi dans un autre paragraphe, vous êtes des co-créateurs de cette réalité. Donc essayez plutôt de tirer vers le haut, quelque part. Donc à chaque fois que vous faites quelque chose qui va nuire à quelqu'un, ce n'est pas dans le sens de la vie, quelque part. Si on peut donner une sorte de règle un petit peu comme ça, universelle. C'est ce que j'en comprendrais. Mais que l'âme comprend, je relis sa phrase, elle sait que le bien et le mal ne sont que des manifestations d'une réalité plus vaste, et que, comme je vous disais, c'est d'expérimenter l'un permet d'expérimenter l'autre, que le bien n'existe pas sans le mal. C'est parce qu'on a listé des choses qui sont mal que le bien apparaît. C'est ce qui reste quelque part. Ou inversement, selon le point de vue, bien sûr. Mais il faut bien deux éléments différents pour se dire, mais finalement, comment j'agis au quotidien, quelle énergie je mets en place dans ma vie, vers quoi je me dirige, quelque chose de vertueux ou pas. Ce sont des concepts très proches du bien et du mal. Enfin, c'est les mêmes concepts. Et tout ça nous donne aussi la notion de bonne conscience, ou de conscience, c'est-à-dire de savoir qu'on a un code éthique, qu'on a un cheminement, on voyage, mais on voyage pas n'importe comment, n'importe où. On a quand même une réflexion, et de grandir ne veut pas dire tout expérimenter. Ou en tout cas, si on expérimente, de garder le fait que, parce qu'on a fait quelque chose, on aura sans doute envie derrière d'expérimenter l'autre facette, le côté de la victime, le côté de celle qui subit. Voilà, je ne peux pas tellement aller plus loin aujourd'hui, en tout cas sur ces concepts-là. Je crois me souvenir que Seth en reparle plus tard, du bien et du mal, donc à l'appui de ce qu'il dira à ce moment-là, peut-être que la réflexion ira plus loin, peut-être que j'aurai lu d'autres livres ou eu d'autres réflexions en lisant d'autres choses. Je ne lis pas que Seth non plus dans la vie, donc peut-être que ça m'alimentera pour dire d'autres éléments. Seth de son côté va faire une pause. Je crois qu'on va faire également une pause. On est au milieu de la séance. Et on revient du coup, je reviens dans quelques minutes pour la seconde partie de cette séance. Merci beaucoup pour votre attention et puis du coup à très bientôt.